Nous allons parler de Dracula. Dracula, un vieux bouquin que j'avais commencé à lire quand j'étais jeune, et c'était très rapidement devenu mon livre de chevet, livre d'horreur de chevet, littéralement. Je lisais tout le temps Dracula. Alors, quand je dis que je lisais tout le temps Dracula, alors c'est un gros pavé, hein. Le Dracula c'est un gros bouquin. Je ne lisais pas tout Dracula. J'avais fini de lire tout Dracula, mais à un moment donné, je ne lisais que la première partie. Je trouvais que la première partie, ça suffisait à elle-même. Il y avait comme une fin ratée d'ailleurs avec la première partie, c'est-à-dire que si le livre s'était arrêté là, donc sous une forme de nouvelle, bah, je trouvais que ça aurait été parfait. Bah, j'avais cet avis, je devais avoir 15 ans. Mais clairement, pour moi, la suite était mais imbuvable. Imbuvable parce que déjà, Mina prenait le relais. Bon, alors c'était, bien sûr, c'est une figure féminine. Alors peut-être que aussi que le jeune garçon que j'étais bah, préférait suivre des héros, des hommes vaillants. Même pas d'ailleurs, je voulais juste suivre le monstre en fait. Je voulais juste suivre Dracula. Bah, c'est quand même son nom qu'il y a sur le bouquin. Donc je voulais juste suivre Dracula. Et or, il se trouve que Dracula, bah, dans la deuxième et dernière partie du bouquin, disparaît quasiment. Il réapparaît de temps en temps, mais c'est une pauvre victime quoi. Il fait place aux héros. Il fait place aux hommes nobles, à la société victorienne, avec des hommes avec des valeurs, des choses, enfin, du sens du sacrifice, etc. Et ça m'emmerdait à crever. Je ne lisais pas Dracula pour voir des hommes se sacrifier. Je lisais Dracula pour lire des choses sur un vampire. Donc voilà, donc la première partie était juste géniale. Elle me rappellera plus tard d'ailleurs quand je découvrirai Lovecraft, elle me rappellera justement ces écrits de Lovecraft avec des choses pas claires, pas expliquées, des choses qu'on doit compléter par nous-mêmes, un gros folklore d'horreur qui est mis en place. D'ailleurs, folklore qui disparaît par la suite, on le verra. Hein. Vraiment, tout est concentré dans le début. On dirait que Bram Stoker, donc l'auteur du livre, a fait toutes ses recherches donc sur ce folklore, sur ses idées, sur ses croyances sur le vampire, donc dans cette Europe des Balkans, et qu'il a tout foutu dans la première partie. Donc quand Jonathan, donc cette première partie qui s'ouvre donc sur un clerc de notaire, donc qui est Jonathan Harker, qui vient découvrir les Carpates pour rendre service ou en tout cas travailler pour un vieux noble. Paumé dans ses montagnes du nom de Dracula, bah, ce Jonathan Harker va être confronté à un concentré bah, de toutes les mythologies, de tous les mythes, de tout le folklore horrifique qui plante ainsi le décor des Carpates. Et dès qu'on sortira de là, bah, tout ça s'arrête. Mais voilà, donc d'entrée de jeu, voilà pourquoi la première partie me plaisait beaucoup. Je restais là-dessus, je la relisais avec plaisir très très souvent. Et de temps en temps, pour me faire plaisir, bah, j'allais vers la fin, je détestais la fin d'ailleurs, parce que là, on verra comment meurt Dracula. Spoiler, comme une merde. Et donc là, nous allons parler de deux choses. Nous allons parler du livre et nous allons parler du film. Les deux se suivant assez bien, on est un peu comme dans le rituel, quand nous avions couvert le rituel, les deux se suivant assez bien, c'est très facile de commenter les deux en même temps en avançant et de temps en temps bifurquer pour préciser, souligner en tout cas les différences de l'un à l'autre, d'un média à l'autre. Ici, le livre et le film se suivent oui et non. En tout cas, une temporalité des actions est respectée. Acte 1, Jonathan qui arrive chez le comte. Acte 2, le comte qui arrive à Londres. Acte 3, Mina le comte. Ou Mina versus le comte. Ou Mina Van Helsing le comte. Enfin, surtout Van Helsing d'ailleurs, on me dira. Mais voilà, Mina quand même a une figure principale dans cette histoire. Donc, cette fameuse dame dont je parlais tout à l'heure, la compagne de Jonathan. Acte 3 ou 4, peu importe, la chasse. Donc, Dracula prise en chasse. Ce qui est pathétique d'ailleurs quand on y pense. Mais voilà, Dracula qui prend la poudre d'escampette, donc qui est poursuivi par les héros, et qui se barre en courant, mais comme il peut, pour finalement être rattrapé et découpé façon saucisse. Voilà, cette fin m'a toujours... voilà, donc le film suit un peu cette temporalité-là, mais le film va se permettre des libertés. Alors ces libertés-là sont absolument bienvenues. Donc le film, quand je parle du film, c'est du film de Coppola, hein, que je plante un peu le décor. Je suis en total impro là, je ne mets aucun contexte. Donc on va parler du livre de Bram Stoker, qu'on va comparer bien sûr au film de Coppola. Et les libertés prises par le film, moi je trouve, sont justifiées déjà par le format épistolaire du roman. Le roman est en sorte de found footage. Voilà, donc déjà que sur cette chaîne on a beaucoup couvert les Paranormal Activity, donc ça tombe bien, car il se trouve que le roman... Alors, c'est pas du found footage, c'est pas des footages qu'on retrouve, mais c'est plutôt des courriers qu'on retrouve. Donc, c'est un format épistolaire. Le livre n'est que le concentré des différents journaux de tous les intervenants de l'histoire. Tous ceux qui ont pu assister à un moment donné à l'histoire, qui ont pu rédiger ce qui leur arrive. Et ce format va être très intéressant. À cause de la temporalité de l'action. C'est-à-dire que quand, dans un found footage, on tombe sur les rushs nous décrivent ce qui est en train de se passer pendant que le personnage était en train de les filmer. Dans un roman épistolaire ici, ce qui est arrivé est déjà arrivé souvent. Et donc le personnage écrit en disant « Je n'arrive pas à croire que ce qui vient de se passer hier, je suis obligé d'écrire ceci pour ne pas perdre la raison.
Mais bon, reprenons, je vais prendre depuis le début. Alors déjà, j'ai commencé d'abord par manger, puis ensuite je suis allé me coucher. Et là, dans la nuit, j'ai entendu quelqu'un frapper à la fenêtre. Voilà. Donc il raconte quelque chose, donc on sait qu'il s'en est sorti. Donc il y a un côté, donc ça désamorce un peu la tension. Mais en même temps, d'un même coup, dans le même coup, ça justifie le pourquoi je tiens le courrier, pourquoi on écrit. Alors autant souvent le fan footage, on a toujours posé la question du mais qui filmerait dans ces conditions-là. Autant là, souvent, les personnages vont toujours trouver une raison. Certains pour voilà, pour tenir un journal, d'autres tout simplement pour essayer de garder un semblant de sanité en écrivant les choses pour essayer de les mettre au clair, etc. etc. Donc en fait, je trouvais que c'était un bon format. Ça marchait très bien avec l'horreur en fait. Parce que pareil aussi, toujours dans cette fameuse temporalité, vu que la chose était déjà passée, le personnage commençait souvent en annonçant je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé cette nuit, j'en tremble encore, j'en ai encore la chair de poule, que Dieu me vienne en aide, mais j'écris ces derniers mots pour qui les trouvera. Donc voilà, on sait qu'il s'en est sorti, mais peut-être pas pour longtemps. Et ensuite, déjà, il met une pression incroyable sur ce qu'il va nous raconter. Donc on a déjà cette pression avant même que les choses ne commencent. Autant l'histoire va être racontée en essayant de respecter une temporalité, la lettre, le courrier écrit, essayant quand même de reprendre les événements dans l'ordre, mais les conséquences de ces événements-là, donc la tension et la pression psychologique ou l'horreur que cela a créé, aura occasionné, cette horreur va venir déjà imprégner l'histoire alors au moment où elle est en train d'être racontée. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en nous disant qu'il est déjà dans un état d'horreur, dans un état horrifié, et qu'il nous dit, je reprends l'histoire. Donc d'abord, j'ai commencé à manger des petites pâtes, puis j'ai pris mon dîner. Là, il ne se passe pas grand-chose, mais on est déjà tendu. On sait qu'il va se passer quelque chose, il est tendu, il nous raconte quelque chose. Donc même en commençant de manière très banale, on se dit, merde, quand est-ce que ça va tourner chocolat? Voilà, donc j'aime bien ce format, j'aime bien cette façon en fait d'imprégner l'histoire avant même que les choses n'arrivent, j'aimais bien. Voilà, ça marchait très bien sur un moi jeune. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire du coup donc ce format épistolaire du roman peut très facilement justifier donc une prise de distance du film. Pourquoi? Parce qu'en fait ce sont les auteurs qui écrivent ce qui leur est arrivé. Donc, mais dans tous les cas, ils ne sont que des témoins. Ils ne font que raconter ce qu'ils ont vécu d'une certaine manière. Et ils vont forcément, cette narration va forcément être empreinte à la fois de leur, déjà du choc, parce que c'est crédible ce qu'ils racontent, de leurs préjugés. Comme je disais, c'est une société un peu victorienne, avec les mœurs, avec une certaine façon de voir les femmes, de voir les enfants, de voir les hommes, etc. Donc une certaine façon de les décrire qui ne correspond peut-être pas au regard que nous on aurait aujourd'hui, et certainement pas au regard que Coppola on aurait eu aujourd'hui. Donc on va voir un peu comment il va transformer ces hommes. Parce que les héros sont avant tout des hommes. Quoique quand même, pour l'époque c'est pas mal, Mina qui a une place privilégiée, mais ça reste une femme, et donc une enfant. Ils n'arrêteront pas de dire quel bon enfant, quel bon enfant. Voilà. Donc tout cette prise de distance qui est assez justifiée pour moi. Donc vu le format épistolaire, quelqu'un raconte, on peut se détacher de ça et peut-être se dire que du coup cette façon de raconter ou ce qu'il décrit là n'est que sa version. Donc libre au réalisateur de reprendre la main. Donc ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas se permettre, bien sûr, de prendre des libertés sur d'autres romans avec d'autres formats. Mais voilà, j'aime bien que ça marche là pour cette raison-là, pour la raison même que c'est épistolaire. Voilà. Donc déjà, il y a deux Dracula. Il y a le Dracula du livre et il y a le Dracula du film. Et ce ne sont absolument pas les mêmes personnages. En voyant le film, le Dracula du livre m'a paru beaucoup plus primitif. C'est un monstre. Très rapidement, ça ne fait aucun doute. À la fois l'homme qu'il a été et le monstre qu'il est devenu. Enfin, littéralement, le monstre, c'est peut-être la continuité de l'homme ici. D'accord ? C'est un personnage vindicatif, violent, tout. Très fier de ce qu'il est. Tout en étant devenu une sorte de monstre qui croupit dans la terre, pourrissante, qui maîtrise des rats et des mouches, enfin voilà. Donc voilà, une noblesse, une fierté peut-être mal placée, mais voilà, un orgueil, en tout cas un orgueil démesuré. Et dans le livre, en plus la description qui en est faite, Dracula n'est pas très beau, et on a des moments comme ça où Jonathan le voit pour ce qu'il est, et à un moment donné où Jonathan le surprend dans sa tombe, et s'est dit, ce que je voyais là, pour moi, c'était une sorte de gros animal, une grosse puce gorgée de sang. Donc Dracula était là, tout content, il avait bien déjeuné la veille, il a bien bu du sang, donc il était là, tout gorgé de sang, avec un peu de sang qui dégoulinait encore de la bouche, vous voyez. Ça fait un peu fin de film de cul, et voilà, il a bien pris, et donc là il est content, il est couché, là ça dégouline un peu, mais il est content, voilà. Il est satisfait. Ça fait un peu ça, donc voilà, donc c'est un monstre. Le Dracula dans le livre est un monstre. Dans le film, il est un peu plus, alors si on peut parler de gender fluid, il est un peu plus monster fluid en fait, c'est-à-dire que le personnage du monstre passe par plusieurs transformations. Il va être moins rigide en fait dans sa plastique. On verra le monstre reculer, éculé. On verra ensuite le noble qui reprend le dessus. On verra ensuite le monstre affaibli ou l'homme monstre affaibli. On ne sait plus qui est quand. L'homme de départ est plutôt noble. La douleur le transforme en monstre. Le pardon lui permet donc de retrouver son âme, de retrouver le salut. Donc clairement, s'il y a un de ces deux personnages qui m'a marqué sur le long terme, je veux dire aujourd'hui quand je pense à Dracula, à quel Dracula je pense, ce n'est plus à celui du livre, mais bien sûr c'est à celui du film.
il est tout simplement beaucoup plus riche. Donc voilà, le film va redistribuer les cartes. Donc déjà, le monstre n'est pas le même, mais aussi la figure du héros n'est plus si simple. Dans le livre, c'est très simple. C'est l'humanité versus le monstre. Encore une fois, c'est ma lecture, hein, bien sûr. Donc peut-être qu'il y en aurait sans doute d'autres, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dans ma lecture, c'est des personnages nobles et altruistes dans leur lutte contre le mal. Voilà. Avec un monstre, finalement, qui s'efface, qui leur sert plus d'excuses pour mettre en avant leurs valeurs, et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'efface presque de l'histoire à un moment. Voilà, le monstre n'a même plus de place dans sa propre histoire. Le monstre disparaît de sa propre histoire. Parce qu'il faut montrer que Jonathan est vaillant. Il faut montrer que Van Helsing est fort. Il faut montrer que Mina est noble. En tout cas, une bonne âme d'enfant. Voilà. Donc, j'en pouvais plus. Enfin, quand j'étais jeune, ça me tuait. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus de tolérance vis-à-vis de ça, bien sûr. Je l'ai relu d'ailleurs pour faire cette analyse. Donc ça passe mieux, mais clairement, ils ont bouté le monstre de sa propre histoire. Le monstre sert de scène, de décor, dans lequel ils vont pouvoir, en fait, faire couler leurs bons sentiments et leurs valeurs et leur courage et tout ça. Ça m'a gonflé. C'est pas grave, hein, mais ça m'a gonflé. Dans le film, nous verrons en fait qu'il partage. Il va reprendre une place principale, en fait. Il va vraiment reprendre les devants de la scène. Il va se partager ce rôle de premier plan avec Mina. Donc c'est un binôme, en fait. On pourrait même dire avec John un peu, mais finalement, non, pas tant que ça. John marque l'introduction dans l'histoire. Le Jonathan dans le livre revient ensuite dans le livre et en fait redevient ce héros, cet homme qui, affaibli au début, reprend courage avec sa femme et essaie de sauver l'âme de sa femme. Dans le film, il est presque de trop. Pas de trop dans l'histoire, il est bien dans sa place, je veux dire, mais il est de trop dans le couple. Ils sont trois et clairement, en fait, il y a une telle force, une telle vigueur dans le couple Dracula et Mina que Jonathan semble être en fait le cocu de l'histoire, un peu jaloux, qui est là, vindicatif, parce que en fait, il essaie de sauver ce qu'il peut, en fait. Et ça, c'est pas mal, ça j'ai bien aimé. Je parle pas des jeux des acteurs, tout ça, ça c'est autre chose. Enfin, c'est important bien sûr, mais je veux dire, dans cette analyse que je fais, je le mets un peu de côté. Je parle juste de la narration telle qu'elle est tissée et en fait des rapports tels qu'ils sont établis. Donc voilà, déjà je viens de brosser pas mal de différences, de distinctions. Elles sont subtiles, mais elles sont importantes entre les deux histoires. Et on va s'amuser à tout le temps les signaler, tout en racontant ce qui se passe dans cette histoire, tout en racontant pourquoi ça reste. C'est une très bonne histoire. C'est une histoire qui a marqué, qui a planté définitivement le personnage du vampire moderne à ce jour. Dracula, c'est le vampire. Le vampire, c'est Dracula. Dracula va peut-être même servir d'ouverture, en fait. Peut-être qu'enfin, la chaîne va pouvoir aller vers des grands classiques du cinéma d'horreur et ouvrir la porte, en fait, aux monstres d'Universal, avec le loup-garou, la momie, Frankenstein, l'homme invisible, que sais-je. Mais déjà, voilà, il était important pour moi de commencer par Dracula, à la fois par l'effet nostalgie, hein, et aussi pour un des autres plaisirs que j'ai, c'est souvent une adaptation réussie. Une adaptation où, en fait, l'auteur a compris le potentiel du livre et s'en sert pour rebondir et donner quelque chose de différent, mais qui marche en fait. Et qui n'est pas seulement qu'une retranscription lettre mot à mot, ou qui n'est pas une incompréhension totale, comme on a pu le voir par exemple dans Rosemary Baby, on a eu ces deux exemples justement. Polanski comprend très bien le roman et la série qui n'a absolument pas compris de quoi y retourner. Donc ça va être intéressant. Donc voilà, on va lancer les deux. On va commencer par le film, bien sûr, parce que le film ça permet une introduction que le livre n'a pas. Le film nous plante un décor historique, en fait, l'avènement même de Dracula, alors que le livre n'y fait qu'allusion. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le film, et comme ça, pas à pas, comparer les deux, les épouser, les séparer, faire une petite tambouille et voir ce qui se passe, en fait, dans tout ça.